Donc, voilà, je reprends avec vous le cours que vous avez commencé et en fonction, enfin, comme la classe virtuelle ne marche pas pour tout le monde ou que ça marche mal, ça permet à tout le monde d'avoir tout le contenu et de pouvoir terminer tranquillement. Donc, on est bien dans le thème 2, tout ça vous avez copié à la maison sur les ressources. On va traiter donc dans le chapitre 1 de l'énergie et de l'eau, la problématique, la leçon 1 et la problématique de la leçon. Tout ça, vous avez déjà copié normalement sur le cahier. Si ce n'est pas fait, il faut le faire. Alors, avec la fiche d'objectif et donc grand 1, étude de cas, gérer l'eau en Californie. Vous aviez copié normalement ces définitions sur le cahier. Si ce n'est pas fait, il faut le faire. Et voici le corrigé de l'étude de cas sur la Californie. Et donc, tout ça, je vous le mets également en pièce jointe. D'accord? Donc, je commente avant de... Donc, je commente les documents. Donc, on est en Californie, à l'ouest des États-Unis, cet État à l'ouest des États-Unis, où on trouve 3 grandes villes, San Francisco, Los Angeles et San Diego, et donc où on a une utilisation importante de l'eau, notamment de l'eau pour ses usages agricoles, mais également pour l'industrie et les mines, et enfin pour domestiques et urbains, permettre aux gens d'avoir accès à l'eau. Donc effectivement, on a de l'eau, des grands champs irrigués qui consomment beaucoup d'eau, avec l'eau, vous voyez, qui vient des montagnes de la Sierra Nevada, d'accord, et on l'achemine jusqu'aux plaines où on trouve les champs. On a également, par exemple, la consommation d'eau pour les loisirs avec le golfe, par exemple, de Palm Springs. Donc cette fois, c'est avec un aquifère, c'est-à-dire une nappe phréatique. Et donc les ressources en eau, on les a ici, d'accord? Donc on a les zones bien arrosées avec la montagne. Et puis on a tout le reste du territoire qui est aride ou semi-aride, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau qui tombe du ciel. Mais on a quand même des ressources en eau qui proviennent essentiellement, donc, regardez, des aquifères, des grandes nappes phréatiques immenses là. Également, il y a des fleuves comme le Colorado, San Joaquin ou le Sacramento, qui vont permettre donc d'avoir de l'eau. Et donc on construit des aménagements parce que ce sont des pays riches. Donc la Californie appartient à un pays riche, donc on peut construire par exemple des barrages, comme vous avez ici, dans les montagnes. On va aussi transférer l'eau depuis les barrages ou depuis les fleuves, d'accord? Et puis on va forer, c'est-à-dire qu'on va aller pomper l'eau qui se trouve dans ces aquifères. Donc, de nombreux usages. Donc, je reprends les besoins importants, usage agricole avec l'irrigation. Les villes, donc l'usage domestique dans les villes notamment, l'approvisionnement en eau de la population, les loisirs comme par exemple le golfe de Palm Springs, ou les usages industriels et miniers. Les ressources limitées avec un climat aride et semi-aride, le fleuve Colorado au sud. Par contre, on a de nombreux aquifères et donc on va construire des barrages, on va forer l'eau dans les aquifères et on va faire des transferts d'eau. Donc ensuite, on a des problèmes parce que justement, on consomme beaucoup d'eau pour l'agriculture, pour ces villes, pour le loisir. Les Américains consomment énormément d'eau. Donc, on a des fleuves qui vont être pollués, surexploités, des lacs qui vont s'épuiser. D'accord? On voit ici très bien le lac Oroville pendant les étés 2011 et 2014. Donc, en 2011, on a un lac de barrage, c'est un lac de barrage qui est plein. Et puis en 2014, il n'y a plus d'eau. Donc, avec des problèmes, donc on va y chercher des solutions. D'abord, par exemple, on va passer au goutte à goutte pour l'irrigation, c'est-à-dire qu'on ne va plus utiliser ces grandes aspersions là, ces grandes rampes d'aspersion parce qu'il y a beaucoup de gâchis d'eau, mais on va aller amener de l'eau uniquement
au pied de la plante et en goutte à goutte pour qu'il n'y ait pas du tout d'eau qui s'évapore. On va aussi arrêter d'arroser, donc il y a des campagnes pardon, de limitation de l'eau, de la consommation en eau, comme par exemple Save Your Water, d'accord? On leur dit bah il faut pas arroser ses pelouses, faut pas nettoyer le trottoir ou les allées avec de l'eau. Donc solution par exemple pour arroser les pelouses, ben, la pelouse qui est jaunie, qui est sèche, on va la colorer, tout simplement on va la peindre en vert. D'accord? Et puis il y a des villes où on va avoir effectivement des politiques d'économie d'eau, on va faire attention. L'irrigation durable, donc c'est par exemple le goutte à goutte ou l'eau recyclée. Et puis on va construire aussi des usines de dessalement d'eau. Alors c'est très cher l'usine de dessalement d'eau, hein, parce qu'évidemment on se dit bah le monde c'est recouvert d'eau, hein, 97% c'est de l'eau salée, alors pourquoi on n'irait pas dessaler l'eau de mer? Bah, parce que c'est pas simple techniquement et surtout ça coûte hyper cher. Mais quand même, aux États-Unis, on est riche, donc on va pouvoir le faire. Donc je reviens. Donc ici, vous allez compléter surexploitation des fleuves et des lacs, baisse du niveau de l'eau, voire assèchement des fleuves et des lacs, difficultés économiques pour les agriculteurs, il n'y a plus d'eau pour les champs irrigués, campagne contre le gaspillage en eau, Save Your Water, irrigation moins consommatrice en eau, goutte à goutte ou recyclée, construction d'usines de dessalement d'eau de mer et mise en place de politiques d'économie d'eau comme à San Diego. Vous corrigez tout ça. Ensuite, donc le croquis que vous aviez à faire. Donc en gris, les zones bien arrosées, en petit pointillé, les zones arides ou semi-arides. Et ensuite, les aménagements, le transfert d'eau, l'agriculture irriguée et les villes. San Francisco, Nord, Los Angeles et San Diego. Avec le titre donc ressources et besoins en eau en Californie. Donc à la suite sur le cahier, vous copiez donc grand 2 à l'échelle mondiale la ressource en eau. Donc vous copiez ça sur le cahier, vous faites pause dans la vidéo pour avoir le temps de copier. Et petit 1, une ressource inégalement répartie. Donc je vais commenter. Donc ici vous avez un graphique qui nous présente la quantité d'eau disponible sur Terre. Mais d'abord on voit que l'immense majorité de la quantité d'eau disponible sur Terre c'est de l'eau de mer. Donc elle n'est pas consommable par l'homme ni par les plantes. Et en réalité l'eau douce, c'est-à-dire celle qu'on peut consommer, il n'y en a que 3%. Et donc l'eau disponible sur Terre, dans cette eau douce, en plus, l'eau de surface qu'on appelle ce qui coule sur la surface de la Terre, c'est les lacs et les rivières, ce n'est que 0,3% de l'eau. Les réserves souterraines, elles, les aquifères, c'est 30%. Et une grosse partie de cette eau douce n'est pas disponible, en réalité, puisqu'elle est sous forme de glace et de neige, sous forme solide. Donc en réalité, l'eau douce disponible sur Terre, ben, finalement, c'est ça. D'accord? C'est les lacs et les rivières et c'est les réserves souterraines et encore, elles ne sont pas toutes facilement accessibles. Alors, petit rappel sur le cycle de l'eau, c'est sur la page 272 de votre manuel. Donc, l'eau s'évapore au-dessus des océans essentiellement et au-dessus de la Terre. La vapeur d'eau va se condenser en nuages qui vont ensuite se répandre sous forme de pluie ou de neige ou de glace. D'accord? Et ensuite, l'eau va couler sur la Terre et puis il y a une partie de l'eau qui va donc s'infiltrer dans les nappes d'eau souterraines, les nappes phréatiques, et ça c'est ce qu'on appelle les nappes d'eau souterraines fossiles, c'est-à-dire que l'eau elle date d'il y a très longtemps, elle ne se renouvelle plus. Alors sur la Terre, ça c'est une carte de l'eau disponible sur Terre, en eau douce, hein, ça c'est l'eau douce uniquement. Et donc qu'est-ce qu'on constate quand on regarde la légende? On constate que une partie du monde où on a des ressources suffisantes, globalement c'est le bleu et le vert, donc par exemple toutes les Amériques, aussi l'Europe et une grosse partie de l'Asie, mais il y a des zones où on est en situation ou bien de stress hydrique, c'est-à-dire c'est juste avant qu'on soit en situation de pénurie. Pénurie, c'est quand il n'y a plus d'eau. Stress hydrique, c'est quand on commence à avoir un vrai manque d'eau important. Et les continents les plus touchés, ça va être l'Afrique, avec le Moyen-Orient, et ça va être le sud de l'Asie, avec l'Inde, et donc manque de peau, enfin pas de chance, ces zones sont les zones
peu développées. Et donc qui n'ont pas l'argent pour trouver des solutions. D'accord? Alors, je vous donnerai des vidéos supplémentaires à regarder, d'accord, où on voit bien qu'en fait, c'est pas parce que par exemple là, il y a beaucoup d'eau disponible en forêt amazonienne, mais il n'y a personne. Donc en fait, même si l'eau est disponible, ça ne veut pas dire que c'est là qu'on en a besoin. Alors, il y a des définitions à copier. Donc vous les copiez sur votre cahier. Sécheresse, période de quelques mois ou années au cours de laquelle les précipitations sont très faibles. Aridité, stress hydrique et pénurie d'eau. Tout ça, vous copiez en rouge sur le cahier et vous copiez en rouge également la trace écrite. D'accord? J'insiste, vous les copiez. Vous les imprimez pas pour les coller. Vous les copiez, comme ça vous les apprenez. Donc l'eau douce représente, je surligne ce qu'il faut surligner, seulement 3% de l'eau disponible sur Terre. D'accord? L'eau est une ressource renouvelable, disponible en quantité constante à l'échelle du globe. Les précipitations alimentent les nappes souterraines. Je ne sais pas pourquoi c'est décollé là. Les lacs et les rivières. L'eau est inégalement répartie dans le temps et dans l'espace, par contre. C'est-à-dire, il y a assez d'eau sur Terre, mais elle est mal répartie dans le temps. Il y a des périodes sèches, des périodes humides et dans l'espace. Une même région peut reconnaître, par exemple, des périodes de précipitations abondantes, trop abondantes même, avec des inondations, et d'autres périodes insuffisantes. C'est-à-dire, c'est une situation qu'on connaît beaucoup et qu'on connaît de plus en plus avec le dérèglement climatique. Et puis certaines régions qui ont peu d'hommes sont bien dotées, comme la Sibérie ou l'Amazonie, alors que certains foyers de peuplement manquent d'eau. D'accord? L'Afrique du Nord ou l'Inde.